Dans notre laboratoire, nous nous intéressons au fonctionnement du cerveau humain et nos recherches portent plus spécifiquement sur les processus cérébraux qui permettent d'optimiser les comportements moteurs, donc nos actions, nos mouvements, en présence de ressources qui sont bien sûr assez limitées. Un de nos volets de recherche importants porte sur l'étude des processus neuraux qui guident la prise de décision. Lorsque nous prenons une décision, nous devons prendre en considération un très grand nombre de variables afin que l'action choisie soit la plus bénéfique au vu de nos objectifs. D'un autre côté, la quantité d'efforts nécessaires pour réaliser cette action doit aussi être prise en compte. En général, les actions choisies sont celles qui ont le rapport coût-bénéfice le plus bas. Nos travaux visent à mieux comprendre comment le cerveau procède pour traiter toutes ces variables. Et pour y parvenir, nous utilisons toute une série de méthodes comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'électroencéphalographie, la stimulation magnétique transcrânienne, mais également des manipulations pharmacologiques. Nous travaillons avec des sujets sains afin de mieux comprendre certains mécanismes de base et avec des patients souffrant de pathologies neurologiques telles la maladie de Parkinson. Cette pathologie a été longtemps considérée comme une maladie du contrôle de mouvement, mais on s'aperçoit de plus en plus que les déficits ne sont pas uniquement moteurs. En effet, ils pourraient avoir leur origine dans un dysfonctionnement des mécanismes de prise de décision, dont le calcul du rapport coût-bénéfice. Cette hypothèse est à la base de nos travaux sur la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente dans le monde après la maladie d'Alzheimer. C'est à 65 ans que je me suis rendu compte que je pouvais éventuellement avoir la maladie de Parkinson parce que j'avais ma main gauche qui tremblait et je me suis dit que j'allais voir un neurologue. Dans la maladie de Parkinson a lieu une mort précoce des neurones qui produisent la dopamine à la base du cerveau. Or, les causes exactes qui déclenchent cette mort neuronale ne sont pour l'instant pas encore connues. Donc, on sait qu'il y a des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques qui interviennent, mais on n'est pas encore à un point de compréhension tel qu'on pourrait aujourd'hui en clinique utiliser des médicaments neuroprotecteurs qui freineraient l'évolution de la maladie. La fatigue est un symptôme très courant dans la maladie de Parkinson et est même décrit parfois comme le symptôme le plus invalidant par les patients. Il précède d'ailleurs parfois les symptômes moteurs et ils ont tendance, donc les symptômes de fatigue ont tendance à évoluer de façon assez indépendante des symptômes moteurs. Outre la dopamine, qui est évidemment affectée dans la maladie de Parkinson, la noradrénaline aussi est un neuromédiateur qui est altéré dans la maladie de Parkinson. Donc nous avons fait l'hypothèse que la fatigue pourrait être causée par la dégénérescence du système de la noradrénaline. Nous avons mesuré le degré d'atteinte du locus coeruleus, qui est une structure du cerveau qui est donc responsable de la sécrétion de la noradrénaline, au moyen de la neuroimagerie par résonance magnétique. Donc nous avons mis au point une technique qui permet de mesurer le degré de dégénérescence de cette structure sur base des images. Et nous avons observé une forte corrélation entre la dégénérescence du locus coeruleus et la fatigue. Ces résultats, qui montrent donc le rôle de la noradrénaline dans la fatigue chez les patients parkinsoniens, suggèrent qu'on pourrait orienter le traitement vers la noradrénaline, en plus du traitement dopaminergique classique de la maladie, pour améliorer la prise en charge chez ces patients. Dans un nouveau projet de recherche, nous utilisons la stimulation magnétique transcrânienne chez des patients parkinsoniens porteurs d'un stimulateur cérébral profond au niveau du noyau sous-thalamique. Le noyau sous-thalamique est un noyau de la base du cerveau qui est hyperactif dans la maladie de Parkinson. Et le fait de le stimuler avec des électrodes implantées en neurochirurgie permet de réduire les symptômes chez des patients qui sont devenus réfractaires au traitement médicamenteux. Nous, on essaye de comprendre le rôle du noyau sous-thalamique dans les mécanismes d'inhibition motrice à l'œuvre pendant la préparation d'une action, qui sont donc des mécanismes essentiels pour le contrôle de nos comportements quotidiens.
Le ralentissement des mouvements chez les patients parkinsoniens, connu sous le nom de bradykinésie, est un des symptômes principaux de la maladie. On a longtemps cru que la déplétion de dopamine conduisait les ganglions de la base à déprimer de façon excessive l'activité motrice, un peu comme un frein qui resterait bloqué. Mais dans certaines circonstances, les patients sont capables d'exécuter des mouvements à la même vitesse que les sujets sains. Et donc, ça a conduit certains auteurs à suggérer que les patients ont en fait des difficultés à ajuster l'effort de façon optimale et que donc la bradykinésie serait plutôt une pathologie de la prise de décision basée sur l'effort. Comme cette explication reste hypothétique, nous avons cherché à l'appuyer par des résultats expérimentaux. Nous avons fait la prédiction que l'activité électrique enregistrée dans les ganglions de la base devrait être influencée à la fois par des facteurs motivationnels, comme la récompense monétaire, et par des facteurs d'effort, comme l'intensité avec laquelle on doit serrer un dynamomètre. Nous avons donc enregistré l'activité des neurones dans le noyau sous-thalamique chez des patients parkinsoniens implantés pour stimulation cérébrale profonde. Pendant ces enregistrements, on propose aux patients de réaliser des efforts physiques de différentes intensités pour des récompenses variables, et ils doivent décider si l'offre qu'on leur fait en vaut la peine ou non. S'ils acceptent, ils doivent réaliser l'effort et reçoivent ensuite la récompense, qui dans ce cas-ci était de l'argent virtuel. Nous avons confirmé notre hypothèse puisque nous avons trouvé que l'activité électrique variait à la fois avec la récompense et avec l'effort, et que cette activité peut servir à décider si s'engager dans une action qui demande de l'effort en vaut la peine ou non. Ces résultats confirment donc que la bradykinésie pourrait être secondaire à une perturbation de la prise de décision basée sur l'effort. Comprendre mieux le fonctionnement de ces structures pourra nous permettre d'améliorer le traitement par stimulation cérébrale profonde, en reproduisant la fonction perdue des zones atteintes par la maladie, plutôt que de simplement stimuler en continu la structure ciblée, comme c'est le cas pour l'instant. Donc, je veux parler de l'utilisation du rythme comme technique de réhabilitation de la marche chez des gens avec la maladie de Parkinson. Donc, en synchronisant les mouvements et en structurant leurs pas de façon cadencée afin de réhabiliter la marche, on est capable de potentialiser au quotidien les actions les plus simples, comme toutes les périodes de transition, de les aider à se lever ou d'initialiser les mouvements alors qu'ils ont beaucoup de difficultés dans les stages plus avancés de la maladie. Je collabore avec des docteurs ici qui réalisent certaines études dans le domaine dans le but de coupler l'électroencéphalographie et de voir si l'intégration du rythme peut être ponctuée, dans le fond, l'utilisation de l'indicage auditif, donc de se synchroniser les mouvements, est-ce que ça peut moduler l'intégration du rythme et aussi comment ça peut s'exprimer au niveau du scalp, dans le fond, au niveau des diverses ondes cérébrales qu'on peut percevoir.